Salam alaikum Zoul, bonsoir. Nous commémorons aujourd'hui la journée mondiale de la liberté de la presse. Non pas de la presse, mais de la liberté de la presse. Et tout le monde sait ce qu'il en est de la liberté de la presse en Algérie, des méthodes usitées par le pouvoir pour la restreindre, du bagarrisme qui s'est engouffré dans la profession, de la répression chafouine qui s'abat sur les récalcitrants, qui n'ont pas accepté de s'auto-censurer, des médias qui ont été contraints de mettre la clé sous le paillasson par asphyxie publicitaire. Oui, tout le monde sait ce qu'il en est, de la même manière que tout le monde sait ce qu'il en est de cette liberté de ton qui donne le change et qui laisse croire souvent, pour qui ne connaît pas les arcanes, que la liberté de la presse est bien réelle en Algérie. Et pour mieux en convaincre les sceptiques, ne voilà-t-il pas que le président Bouteflika, dans la nouvelle manie qu'on lui prête d'écrire des lettres à tout bout de champ, vient d'en adresser une aux journalistes algériens, où il leur demande expressément et avec insistance de faire leur boulot de la façon la plus complète qui soit. Écoutez seulement, je le cite. Si la presse nationale est tenue d'assumer un rôle important dans la promotion de l'image de l'Algérie et dans l'accompagnement de la société sur la voie du changement et de la réforme, ces hommes et ces femmes sont appelés, en outre, à jouer un rôle de contrôle et de gardien vigilant pour relever toutes les insuffisances affectant nos affaires publiques et parfois notre quotidien. Un rôle qui encourage les réformes, contribue à rectifier la situation et exiger même des comptes, le cas échéant. Fin de citation. Et je n'en dirai pas plus. Aujourd'hui. Liberté. Le 3 mai célébré dans un contexte politique et économique difficile. Presse, l'étouffement continue. Par la rédaction. Al-Watan. Journée mondiale de la liberté de la presse. Survivre malgré les pressions. Par Saïd Arabia. TSA. Comment Facebook est en train d'étouffer les médias algériens. Par Mekhlouf Mhanni. Presse Bouteflika exige un journalisme d'investigation. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui pour commémorer, pour célébrer donc cette journée de la liberté de la presse, journée mondiale de la liberté de la presse. Et avec nous pour en parler, ici avec moi sur le plateau, Saïd Aknin, militant des droits de l'homme. Merci Saïd d'être avec nous. Alors, Hafid Darraji, journaliste, Karim Kabir, journaliste, Saad Bouakba, journaliste, Salimat Lemsani, journaliste, qui seront avec nous au téléphone, chacun depuis le pays où il exerce, tous d'Algérie, sauf Hafid Darraji. Alors, Saïd Aknin, d'abord, donc nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale de la liberté de la presse et M. Bouteflika a appelé les journalistes à assumer leurs responsabilités, à faire du véritable journalisme d'investigation, aller au fond des choses, et leur dit-il, c'est presque leur devoir. C'est comme s'ils ne voulaient pas le faire, leur travail, c'est comme s'ils n'ont jamais été empêchés, s'ils n'avaient jamais été empêchés de le faire. Bonsoir Djamel-Din. Bonsoir. Je te remercie infiniment pour l'invitation. Merci. Bonsoir aux téléspectateurs et aux honorables invités. Première des choses, c'est ce mensonge. Ce mensonge que je crois est une continuité avant l'indépendance et post-indépendance. Ce mensonge, c'est cette lettre qu'on prête à Bouteflika. Bouteflika est incapable d'écrire. Ouais. Ce n'est pas sa lettre. Par conséquent, moi, je ne cautionne pas ce mensonge. Et d'autres mensonges aussi. La presse, ou sinon le régime a fait de la presse une continuité de mensonges institutionnalisés. Le premier des mensonges, c'est le 29 mai 1958. Avant l'indépendance. Avant l'indépendance, c'est quand la presse, le Moudjahid, a titré qu'Aben était mort au champ d'honneur alors qu'il fut assassiné 3 mois
avant le 29 mai 1900. Avant le jour de l'article. Exactement. Ça, c'est le premier mensonge. Ça a auguré de quoi allait. Le mensonge fondateur. Mensonge fondateur. Et puis un autre mensonge. Oui. Et là, c'est encore plus grave. Et ça allait consolider le mensonge et le porter au summum de l'ignominie. Et ça, c'est le 19 octobre 1964, quand la presse a titré que Aït Ahmed, l'ANP capture le traître Aït Ahmed. Et c'est Alger républicain, journal réputé de gauche. Un journal de gauche réputé avoir des idées de gauche. De là, on décèle deux éléments essentiels. Le premier élément, pourquoi ce mensonge? Le deuxième élément, qu'en est-il actuellement de ce mensonge? Ce mensonge, parce que l'illégitimité, elle ne peut pas être bâtie sur la vérité. Et la vérité dérangeait les régimes successifs qui ont fait justement de la presse successivement soit un instrument de propagande, soit un instrument de conditionnement social ou un instrument de soumission. Les trois phases, la phase des années 70, 60-70, c'était le journalisme de propagande, la dictature, c'est-à-dire il y avait une très forte corrélation entre le pouvoir politique, le système politique et la nature de la presse qu'il y avait à l'époque. Dans les années 70, dans les années 90, et là, je rends hommage à tous les journalistes, et certains parmi eux ont été même bannis, ont été exclus, ont été licenciés parce qu'ils n'ont pas accepté le conditionnement psychologique dans cette fameuse réunion dont parle Farah, l'ancien rédacteur en chef de Ma'amar Farah, l'ancien rédacteur en chef du Soir, où il y avait même un chiffre du nombre de personnes qui allaient être assassinées et le cahier de charge qui 60 000. a été... Il a parlé d'une prévision de 60 000 personnes qui allaient être assassinées lorsque le coup d'État serait perpétré. Exactement. Et là, justement, un autre mensonge caché, parce que la vérité, on l'a connue bien plus tard. Après 99, il y a une autre nature. C'est la soumission. Et nous allons y venir après. Et là, nous allons passer aux autres invités. Hafez Darraji est avec nous. Merci, Hafez, d'être avec nous. Merci à vous, c'est Jamal. Merci à votre invité. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, merci. Alors, Hafez Darraji, voilà que M. Bouteflika a dans sa nouvelle manie d'écrire aux Algériens, au moment où il parle aux autres chefs d'État et invités qu'il reçoit, il nous écrit, et là, il a écrit donc aux journalistes, où il leur enjoint d'être de vrais journalistes, de faire dans l'investigation, d'aller au fond des choses, et dit-il, jusqu'au rapport, au compte-rendu, au contrôle, dit-il. Qu'est-ce que vous en pensez de cette lettre, Hafez Darraji? Wow. Tout d'abord, dans un pays normal, on ne peut qu'être content en lisant la lettre du président de la République destinée au monde de la presse à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse. Mais dans notre situation, c'est Jamal, on ne peut qu'être étonné, se poser une simple question. Est-ce vraiment c'est sincère de demander à la presse de dénoncer le facette en Algérie? Est-ce que vraiment c'est sincère? Ou bien, il y a deux hypothèses. Ou bien c'est lui qui l'a écrit vraiment, et il nous demande de dénoncer ceux qui l'ont pris en otage, et ont pris le pays aussi en otage, et il nous demande de l'aider à se débarrasser d'eux, ou bien celui qui l'a écrit veut se moquer de nous. Il a voulu adresser cette lettre à un autre peuple dans une autre planète. Il nous demande de dénoncer qui? Dénoncer quoi? Dénoncer Chakib Khalil? Dénoncer le PDG de Sonatrach? De dénoncer ce que fait le FCO avec Ali Haddad, Sidi Saïd et autres? Dénoncer par exemple ce qu'a fait Bouchouareb de l'économie algérienne? Dénoncer Ammar Saadani, Ammar Ghoul, Jamal Ould Abbas? Aucun Algérien aujourd'hui, Assi Jamal, ne croit en ce pouvoir et en ce genre de lettres. Aucun Algérien ne croit que le président jette un coup d'œil sur les lettres écrites en son nom. Aucun Algérien ne se trouve dans ce que fait cette Jama'a jusqu'à présent et de ce qu'elle compte faire. Moi, sincèrement, Mais pourquoi n'y a-t-il pas eu de réaction de la corporation, de la profession
à une telle outrance, puisque tous les journalistes, vous comme moi, comme tous nos confrères, savons que c'est vraiment de n'importe quoi, comme vous le dites si bien, contrôler quoi, dénoncer quoi, puisque ce sont eux qui sont à contrôler, qui sont à dénoncer. Pourquoi la corporation ne réagit-elle pas de façon vraiment qui puisse vraiment être en rapport avec cette outrance, cette agression, j'allais dire? Vous voulez dire réagir de façon organisée. Et voilà, ça nous manque. Exact. Moi, j'ai vu aujourd'hui, par exemple, quelques réactions sur Facebook, sur Twitter, sur les réseaux sociaux. J'ai vu et j'ai lu des journalistes qui ont réagi, mais une réaction organisée, ça nécessite beaucoup d'efforts et beaucoup de temps, parce que nous ne sommes pas à la corporation, on n'est pas organisé, il faut le dire. Parce que les journaux aujourd'hui sont dans une position de faiblesse. Parce que les chaînes de télévision ne sont pas organisées aussi, et c'est des chaînes qui sont hors la loi, si j'ose dire ça. Les journaux aujourd'hui qui souffrent de difficultés financières énormes. Ce système a fait de la presse algérienne, a fait beaucoup de corporations dans d'autres domaines, et tout d'abord, il a éliminé tous ceux qui peuvent un jour dire non pour une raison ou pour une autre. Donc, il a presque nettoyé pour lui, je parle du système et de Bouteflika, il a nettoyé tous les domaines des gens qui peuvent dire non. Aujourd'hui, moi, je réagis. Toi, tu es en train de réagir. Al-Marabi est en train de réagir. Quelques-uns sont en train de réagir. Mais une presse, par exemple, demain, vous lisez sur la une des journaux une réaction normale, je dirais normale pour ne pas dire autre chose, c'est difficile de voir ça. Surtout quand vous écoutez un ministre de la Communication aujourd'hui parle de la presse, de la manière dont il a parlé. Moi, je suis vraiment déçu. Je me rappelle des années, avant les années 88, je pense que nous étions mieux. Nous étions organisés à travers les syndicats, mais pas aujourd'hui. Restez avec nous, Hafid Darraji, je reviens à vous dans un moment. Nous avons Saad Bouaqba qui est avec nous. Saad Bouaqba, merci d'être avec nous. Barakallahu fik. قبلت الدعوة تاعنا. وي أنا معك. أهلا بك سعد بوعقبة. سعد بوعقبة، هذا تتكلم في الارتيكل درته اليوم يعني un article remarquable qui a été remarqué par toute la corporation. تتكلم على هذه الاستراتيجية اللي يديرها النظام باش يتولى على كلش، على الصحافه بكل جوانبها يعني. فهمنا شويه سي سعد واش حبيت تقول؟ والله الحقيقه ما يمكنش نتكلموا على حريه الصحافه في النظام هذا اللي مصادر بكل الحريات بصفه خاصه. يعني لما يقول الرئيس الصحافه لازم تدير لافيستيغاسيون وتكشف النقائص، يعني معناها تساعد الكبار على تحقيق التفكير. هذه هي الوسيله الموجوده في الصحافه والدول الاخرى. عكسها تماما عندنا احنا كل كبار سنتراليزي على مستوى الرئيس. يعني السلطه التنفيذيه الوحيده الموجوده في البلاد والسلطه التشريعيه الموجوده في البلاد والسلطه القضائيه الموجوده في البلاد هي في يد الرئيس. سعد بوعقبة يعني للتصحيح في يد الرئيس ولا في يد الناس اللي وراء الرئيس؟ انهم داروا موضوعات بس الرئيس. انا القنوات اللي دارت الصح قنوات اخرى هو اللي اغلقت لانها الرئيس. يعني هو يقول ناقشوا الحكومه في تسييرها وما تناقشوش الرئيس وكل الكبار سنتراليزي سلبي. هنا هي المشكله. يعني لا يمكن للصحافه ان تكون حره في مناقشه الجهاز التنفيذي على مستوى الكتاب تاع الرئيس اللي هم وزراء ورئيس الحكومه ورئيس البرلمان. الكتاب وليس مسؤولين لان ما كانش السلطات كلها بيده. ولذلك صحيح ان الصحافه الحره يجب انها ادله ولكن ما دام الكامل ويبدا
شنو رايك في حياتك؟ سعد بوعقبه ماذا بيك سعد بوعقبه ماذا بيك ما تحركش، راك عندك بورتابل وقاعد تمشي ثم ما نسمعوكش مليح، ماذا بيك تحكم بلاصه واحده باش نسمعوك مليح. درك نرجعوا لك سعد بوعقبه خاطر شي ما نسمعوا معك مليح، خليك مع لا ريجي. معنا كريم كبير. كريم كبير, merci d'être avec nous. Bonsoir Djabal et bonsoir aux téléspectateurs et à nos confrères invités. Merci Karim. Alors, d'abord, avant d'arriver à une question que je vais vous poser en particulier. D'abord, est-ce que cet état de fait, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, n'a-t-il pas été programmé au moment où est née cette presse dite indépendante, dite libre, comme il disait à un certain moment? Est-ce que dès 89, tout n'a pas déjà été mis en place afin de museler, de contrôler cette presse, et que la liberté de ton que nous avons connue, qui a été un bon leurre, hein, qui a laissé croire que nous avions une véritable liberté de la presse, est-ce que tout cela n'était pas déjà programmé dès la naissance de cette nouvelle presse dite indépendante? Écoutez, je pense que dans toute expérience, il y a un début. Donc je crois à l'origine, après l'ouverture en 89, je pense qu'il y avait une volonté en tout cas chez une partie, je ne dirais pas tout le pouvoir, mais en tout cas une partie qui voulait réellement l'ouverture. Donc il y avait une formidable ouverture que l'Algérie a connue sur tous les plans, pas seulement au niveau de la presse. Bon, après, dans toute entreprise qui commence, forcément, il y a des faiblesses, il y a des insuffisances, mais nous avions vécu une formidable expérience pendant quelques années où il y avait une presse de qualité qui est saluée à travers le monde, et même certains sont même allés jusqu'à dire que nous étions la meilleure presse du monde arabe. Mais après la guerre contre le terrorisme, la presse la plus libre du monde arabe. La presse la plus libre du monde arabe, c'est ce qu'on disait à l'époque. Absolument. Et puis, après la tragédie, ce qu'ils appellent eux la tragédie, parce que ça, c'est un concept quand même qui renferme des non-dits, il y avait le problème donc, de la lutte contre le terrorisme qui a conduit peut-être certains dérapages, certaines dérives. Mais en tout cas, la presse a lutté, la presse a fait son boulot, avec ses faiblesses, comme je le dis, parce que on ne passe pas d'un système de parti unique, de pensée unique, en 24 heures pour devenir un État et un pays démocratique. Donc c'était un apprentissage. Mais ce qui est dramatique pour l'Algérie, c'est qu'après l'arrivée de M. Bouteflika, je pense qu'il y avait une remise en cause progressive de tous les espaces de liberté que nous avions acquis. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas uniquement que la presse qui souffre un peu de la fermeture. Vous voyez ce qui se passe avec les syndicats, vous voyez avec les partis politiques qui n'arrivent pas à tenir un meeting librement. Vous voyez, vous ne pouvez pas faire des marches populaires comme vous voulez. Donc tous les acquis de liberté que nous avions eus à l'ouverture ont été remis en cause. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'on ne peut pas parler objectivement de la liberté de la presse et de la liberté de l'expression dans un système politique qui est fermé. Parce que la presse est un fondement, c'est un attribut fondamental de la démocratie. Donc on ne peut pas parler de liberté de la presse et de liberté d'expression dans un système fermé. C'est vrai qu'on a une liberté, ce qu'ils appellent la liberté de ton. On peut traiter certains sujets, mais en vérité, il y a des lignes rouges qui sont fixées d'une manière ou d'une autre, soit par des pressions indirectes, soit par la publicité, soit par la profusion du titre qui était destiné à noyer un peu les titres qui gênaient. Donc aujourd'hui, le lecteur ne se retrouve plus parmi la centaine de titres. Il n'y a pas de visibilité éditoriale, sans compter les conditions sociales, les précaires des journalistes qui ne leur permettent pas de faire leur métier. Ajouter à cela
la difficulté d'accéder aux sources d'information. Donc vous ne pouvez pas faire, comme le dit dans le message le président, vous ne pouvez pas faire l'investigation. Et puis malheureusement, la presse a eu à dénoncer, mais nous n'avons pas vu la justice agir. Donc le problème se situe aussi au niveau de la justice. On ne peut pas demander aux journalistes de faire leur travail lorsque vous n'avez pas de justice indépendante. Donc c'est pour ça que je vous parle. Je vous dis que la presse est un fondement de la démocratie. Donc elle ne peut pas être isolée. Parler d'une liberté de la presse et de la liberté d'expression lorsqu'on évolue dans un système qui est complètement fermé, qui est hostile à toute ouverture. Oui, mais Karim, d'ailleurs, vous le dites très bien quand vous parlez de lignes rouges, de sujets sur lesquels nous ne pouvons pas aller et des moyens de contrainte qui sont mis en place pour contraindre les gens à l'autocensure, le mot qu'il faut dire. La publicité d'un côté, le bâton de l'autre. Par bâton, vous connaissez un peu les contraintes de les imprimeries, des créances, etc. Et donc, en réalité, à travers ces lignes rouges, comme vous les nommez si bien, la presse n'est pas libre. Au contraire, elle ne devient qu'un leurre, une façade en trompe-l'œil, puisqu'elle donne l'impression par sa liberté de ton qu'elle est libre, alors qu'elle ne l'est pas, puisqu'elle ne peut pas traiter de certains sujets dits rouges, tels que ceux de l'armée, celles des grandes déprédations, entrées au lieu, etc. Donc, en fin de compte, si je vous ai bien compris, liberté de la presse en Algérie, ce n'est qu'un vain mot. Oui, vous pouvez le dire, c'est une liberté en trompe-l'œil. Parce que je vous dis, être libre, c'est avoir la capacité d'accéder à l'information facilement. Ça veut dire elle doit être garantie. Nous avons des textes, ils existent, ils sont là, mais ils ne sont jamais appliqués. Vous avez aussi des dispositions qui sont un peu vagues, mais qui sont comme des épées de Damoclès lorsqu'ils vous parlent que la presse ne doit pas toucher aux intérêts du pays, à ses intérêts économiques. Là, c'est une disposition assez vague dans la loi qui laisse toute la latitude au pouvoir politique, au pouvoir judiciaire, d'agir comme bon lui semble quand il juge que le sujet traité n'est pas approprié ou il vous dit qu'il touche aux intérêts du pays. Donc il y a beaucoup de garde-fous, il y a beaucoup d'entraves qui ne permettent pas l'exercice réel de la liberté de la presse. Je vous dis aussi, il ne faut pas oublier les pressions indirectes parfois sur les annonceurs. Ça, ce n'est pas écrit noir sur blanc dans les textes, mais on leur suggère que si jamais vous donnez de la publicité à tel titre ou à tel titre, vous risquez un redressement fiscal. Et puis, les gens ont peur parce que ils sont pas protégés. Lorsque vous voyez, vous n'êtes pas convaincu, en fait, d'être protégé par votre justice. Forcément, et ça provoque une forme d'autocensure chez les journalistes qui évitent de toucher à certains sujets. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'à parler de la liberté de la presse ou de la liberté d'expression renvoie exactement à la démocratisation du régime, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir, en clair, de liberté de la presse dans un régime qui n'est pas démocratique. Tout simplement. Absolument. Alors, Karim Kabir, je reviendrai à vous tout à l'heure pour vous demander de nous parler de ces nouveaux défis de la presse face à la révolution numérique qui a, passez-moi le terme, révolutionné, excusez la répétition, le monde médiatique. Je reviens à vous dans un moment et nous retrouvons Saad Bouakba. J'espère que ça va être plus audible. Saad Bouakba, معنا? Saad Bouakba? أنا معك. لا هنا نسمعوك مليح الحمد لله يا ربي. تفضل سي سعد خليك تكمل. هو القضية اللي أثارها الأخ قبل شوية هو أن السلطة ولات تستخدم الطابع تاعها الأساسي كاكتور في القطاع الاقتصادي
المعنيين القواعد الشرطة العمومية لتخويف الناس حتى اللي عنده دراهم ويحب يعاون الصحف المستقلة لا نفس المشكل رجع. دوك نرجعوا لك سعد بوعقبه نشوفوا مع لا ريجي. لربما بتاتر سعد قاعد يتمشى على هذيك قاعد يتقطع. اون فا فوار البروبليم. سعيد كنين اسكو Bouteflika, c'est lui qui a provoqué ce problème de non-liberté de la presse. Est-ce que nous pouvons lui imputer à lui seul, ou est-ce que ça a toujours été comme ça? C'est dans le journalisme, moi je ne suis pas de la profession. Je ne suis pas de la profession, pour moi c'est un métier simple qui consiste à ramener l'information aux citoyens, c'est-à-dire à faire de citoyens un agent conscient, souverain et autonome dans la société, par justement la véracité de l'information. À ce niveau, qu'en est-il de la presse juste après l'indépendance? C'était, comme je disais tout à l'heure, c'était la presse de la propagande. Et là, effectivement, la propagande, que ce soit dans les organes de la presse écrite, que ce soit dans l'unique. C'est-à-dire il y avait une seule télévision. Oui. En 1990, contrairement à ce que disent les uns et les autres, l'Algérie n'a fait que suivre le mouvement, la chute de l'Europe de l'Est, ainsi pour se mettre au diapason de ce qui se passe à l'international. C'est pour cette raison qu'il y a eu un semblant d'ouverture. Et dans ce semblant d'ouverture, il y avait en 1990 un chef du gouvernement réformateur. Et ce chef du gouvernement, elle avait mis en place la loi, je crois, c'est la loi 91, portant à la loi, ce qui est appelé la loi de l'information. Et ce qui était le 19 mars de la même année, il y avait une circulaire pour donner la possibilité aux journalistes en fonction pour pouvoir créer des organes de presse. Et c'était 32 mois de salaire, ce qui a été appelé l'aventure intellectuelle. Oui. Et dans ce mouvement, justement, ce qui a été arrêté en 1993 avec le gouvernement Ben Abdeslam, qui, en monopolisant la publicité, il voulait faire d'une presse docile. Et de cette, justement, docilité et du conditionnement, Bouteflika, en 1999, n'a fait que renforcer cette docilité. Par quel biais? Il y avait un certain nombre d'organes de presse. L'ancien chargé de communication du DRS lui avait conseillé de noyer effectivement les dizaines de titres de presse qui étaient incontrôlables. Et c'est pour cette raison qu'il y a eu la création d'un foisonnement d'organes de presse avec l'embellie financière. Et d'ailleurs, en 2004, quand il y avait la contraction de la rente, il y a beaucoup qui ont mis la clé sous le paillasson. Mais ce que je veux dire par là, il y a une continuité, il n'y a pas de rupture. À aucun moment, il y a eu une rupture d'une presse de propagande à la presse de conditionnement social, et ce qui a ramené d'ailleurs le terrorisme pédagogique. Et là, il y avait un cahier de charges signé. Quand il fallait qualifier, traiter les questions d'assassinat dans les années 90, les titres de presse ne faisaient que changer la date, le lieu et le nombre de morts. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les patrons de presse qui, à un certain moment, voulaient dire la vérité, qui ont fait ces révélations. Aujourd'hui, la situation de la presse, elle n'a pas changé de celle des années 90. Elle ne s'est pas empirée, elle ne s'est pas améliorée. C'est juste qu'il y a de nouveaux procédés. Et les procédés aujourd'hui, tout comme ceux des années 90, c'est la carotte et le bâton. Les années 90, c'était l'ANEP qui distribuait la publicité. Aujourd'hui, c'est l'ANEP. Les années 90, c'était le bâton, la peur par le terrorisme. Aujourd'hui, c'est la peur par l'oligarchie, par plusieurs procédés. Qu'est-ce qui a changé? Dans absolument rien. Et c'est pour cette raison que je dis la nature de la presse est en très forte corrélation avec le système politique. Est-ce que le système politique des années 90 est un système... Ce n'est pas ce que disent les deux derniers ministres
de la presse, comme on les appelle les ministres de la publicité. Green et Kawan, c'est pas ce qu'ils disent. Green ne peut pas dire mieux, celui qui a envoyé à la veille des élections législatives une circulaire interdisant aux boycotteurs d'être relayés par la presse. Il ne peut pas, de par cet acte, il ne peut pas accepter l'adversité. Et la presse, par essence, la presse est porteuse de vérité. La presse est... Beaucoup de titres de presse dans le monde portent le nom de miroir. Le miroir. En Allemagne, Der Spiegel. Exactement. En Angleterre, The Mirror. Beaucoup de langues, dans beaucoup de langues, des grands titres de presse portent le nom de miroir. Pourquoi? Cette belle métaphore, elle reflète une réalité. Une réalité. Elle reflète l'exactitude, fidèlement. La symétrie. Oui. Quand on parle de miroir, on parle de symétrie. Mais généralement, le miroir renvoie à une image inversée. Exactement. Mais avec Green et l'actuel ministre, c'est le chat qui se voit lion dans le miroir. Oui, ce n'est pas le lion qui se voit lion dans le miroir. Pourquoi? Parce que à travers cette lettre, il y a un message schizophrénique. Et la schizophrénie, on l'a toujours présentée comme le chat qui se voit comme un lion sur un miroir. Pourquoi qu'elle est schizophrénique? Elle est schizophrénique par le ton qui est donné. Elle est schizophrénique par les adjectifs utilisés. Il y a 3 qui ont été utilisés. La fierté, le recueillement et le progrès. Oui. Et tout à l'heure, j'y reviendrai pour expliquer pourquoi elle est schizophrénique et pourquoi aussi on ne doit pas croire à cette histoire d'investigation. Il n'y a pas d'investigation. Pourquoi? Parce qu'il y a une concomitance avec autre chose. On peut faire des investigations, mais on doit taire un certain nombre de dossiers. Des investigations ciblées sur les sélectives. Sur les petits. C'est-à-dire, c'est à eux de définir ce qui peut porter atteinte à l'image de l'Algérie ou pas. Aujourd'hui, si maintenant on veut accepter l'investigation, qu'on accepte à ce qu'on fasse des investigations sur le règne et ce qui écrit des lettres prêtées à peut-être qu'il parlait d'investigation sur les lampistes, comme ça c'est toujours pratiqué par ailleurs. Je reviens à Saad Bouakba en espérant que le téléphone a été réparé. Saad Bouakba. كل سمعوك ان شاء الله تبقى كيما هكا برك. تفضل سي سعد بوعقبه. تفضل سعد. هو بالحقيقه المساله تتعلق بقطاعين، القطاع الخاص تضغط عليه السلطه العموميه بمساله التمويل بتجفيف منابعه الاشهار، سواء القطاع الاشهاري العمومي ولا القطاع الخاص اللي تتحكم فيه عن طريق الضرائب والاشياء الاخرى المتعلقه بالتمويل. والقطاع العمومي مصادر تماما يقوم بعمليات شبيهه بالاشهار لنشاط الحكومه ولا علاقه له بالاعلام. يعني اذا كان يتكلم الرئيس على لانفستيغاسيون في مجال الصحافه يحرر القطاع العمومي اللي عنده امكانيات ماليه وينجم يدير لانفستيغاسيون. يعني يدير اجراء اولي وهو يخرج تسيير القطاع العمومي الاعلامي من قطاع الحكومه الى قطاع عمومي، يدير له مؤسسات خاضعه للقطاع العمومي وليس خاضعه للحكومه. الان راه المؤسسات العموميه التلفزيون ووكاله الانباء والجرائد تاع الحكومه تسير بالهاتف من الكابيني تاع الوزير الاول في احسن الحالات، ولكن في الحقيقه تسير عاده من اناس في رئاسه الجمهوريه لا علاقه لهم بالاعلام. يعني حقيقه اللي شل الاعلام في الجزائر هي المؤسسه الرئاسيه وقطاع الحكومه. ما ينجموش يسمحوا للحريه تاع الاعلام باش تكون في القطاع العمومي اذا لم يحرر تماما من هيمنه الحكومه والجهاز التنفيذي بصفه خاصه. يعني مثلا لماذا لا يقومون بعمليه تاع تكوين مجالس الاداره من مجموعات تاع المهنيين في القطاع العمومي وممثلين تاعها في الحكومه، ويخلوا التسيير تاعها منفصل عن الحكومه كما ما هو موجود مثلا في بريطانيا في البي بي سي. لماذا احنا
المديرين تاع المؤسسات العموميه يسيرون من طرف الاداره تعيينا وانهاء مهام. هذا القطاع اللي عنده الامكانيات الماليه الدوله بامكانه يكونوا الصحفيين فيها احرار مكتف بعمليه التسيير. القطاع العمومي مكتف بوسائل اخرى، الخاص مكتف بوسائل اخرى، منها مثلا المال الخاص اللي يزقطوا عليه والمال العمومي اللي يزقطوا عليه عن طريق الاشهار. لا يمكن في الوضع الحالي لأي واحد أن يكون حرا في الجزائر. سعد بوعقبة فهمني في حاجة يرحم والديك. كيفاه يعني في الوقت وين رئيس الجمهورية نقولوا هو اللي كتبها البرية يا سيدي، يطلب من الصحفيين انهم يروحوا للانفستيغاسيون للبحث الحقيقي، وحتى اذا لازم يندوا في نفس الوقت رئيس الحكومه سي ويحيى يتكلم على الجريده اللي تخدم فيها انت الخبر، يقول باللي هذه مش جريده، ما بقاتش جريده، خاطر شي يخدم فيها سعد بوعقبه، وسعد بوعقبه من المعارضه، دونك مش صحفي. فهمنا يرحم والديك يا سعد. هو مصيبه الحكومه انها جات الجريده الوحيده في الجزائر باللغه العربيه اللي تشبه للجريده، ما هي جريده كامله، ومع ذلك جريها قال هذه مش جريده. يعني اذا كان الجريده اللي تشبه جريده ما هي جريده، فكيفاش يتصور هو الجريده؟ هذه حاجه ثانيه، لو كان نديروا الانفستيغاسيون ونكونوا احرار فيها، هل يسمح لي مثلا في اي صحيفه سواء في القطاع العام ولا في القطاع الخاص نكتب مثلا لماذا رئيس الجمهوريه لا ياتي لرئاسه الجمهوريه؟ لماذا لما ياتي المجلس الوزراء يديروا له الشرطه في الطريق؟ يعني كانه رايح في زياره دوله اخرى ولا رئيس دوله اخرى جاي. يعني رئيس الجمهوريه لما يروح من الخدمه تاعو رئاسه الجمهوريه يديروا له الجالون في الطريق ويقول لك دير الانفستيغاسيون. واش من الانفستيغاسيون ديرها؟ لا اقعد معنا سعد بوعقبة. حافظ الدراجي، qu'est-ce qu'il y a lieu de faire maintenant? Comment faire? On peut pas continuer ainsi alors que le pays va droit au mur. Vous avez vu, vous qui êtes journaliste sportif, la dernière vidéo lors de la rencontre Tizi Ouzou avec Sidi Belhabbas, ce qu'ont fait subir les téléspectateurs, enfin les supporters à Ahmed Yahya. C'est une vidéo qui est en train de faire le buzz, qui est rentrée même dans les familles malgré les obscénités qu'il y a à l'intérieur, tellement ça a plu aux Algériens, malgré les obscénités énormes qui ont été proférées contre le Premier ministre. Aujourd'hui, on sait que ça va très mal dans le pays. Et on sait que la presse peut jouer un vrai rôle. Qu'est-ce qu'il faut faire, Hafid Darraji, pour aller au-devant de nos vraies responsabilités? Non, moi et vous et toute la presse algérienne, on n'y peut rien. On peut écrire, on peut parler, on peut dénoncer, pas sur demande du président de la République, mais on dénonce depuis longtemps. Mais quand vous dénoncez, vous êtes quelqu'un qui met le mouvement et des mains étrangères, et vous êtes contre la patrie. Aujourd'hui, le ministre de la Communication a donné un exemple des États-Unis et de la France. Et quel exemple? Il a dit qu'il n'a jamais entendu ni lu un journaliste français ou américain critiquer son pays. Bon, il faut faire la différence entre le pays et Chakib Khalil, ou Bouteflika, ou Ali Haddad et les personnes. Nous, on n'a jamais écrit contre notre pays. On écrit pour notre pays. Donc il faut faire la différence. Bouteflika n'est pas l'Algérie, ni n'importe quel président ou ministre ou directeur ou ambassadeur. Vous êtes انتم خدامين في البلاد تاع الجزائر وحنا ثاني خدامين, ولكن l'Algérie n'est pas les hommes et les femmes. l'Algérie c'est l'Algérie. حتى كي قرينا التاريخ بكري وقرينا السياسه يقول لك الدوله هي شعب وارض وسلطه ودوله plutôt. Donc vous n'êtes pas l'Algérie. On n'y peut rien, mais il faut pas baisser les bras. Il faut continuer à écrire, il faut continuer à parler. Il faut dire au président de la République, s'il nous demande d'investiguer et de lui dire ce qui se passe dans notre pays,
Et il faut lui dire qu'est-ce qu'on va laisser à la justice, qu'est-ce qu'on va laisser aux services de sécurité. Il ne faut pas mélanger les choses. Si je considère que la lettre a été écrite par le président de la République, quoique je n'imagine pas le président de la République des années, ou plutôt Bouteflika des années 70, 80, 90, jusqu'au début des années 2000, je ne pense pas qu'il ose dire des choses comme ça. Incomber la responsabilité aux journalistes, comme quoi, Yachab el-Jazairi, s'il y a aujourd'hui Kain Fassad, c'est la presse qui ne fait pas son devoir. Tout journaliste qui a fait son devoir, il a été marginalisé, que ce soit dans la presse écrite ou bien dans l'audiovisuel, que ce soit dans le privé ou même dans le service public. Je connais beaucoup de journalistes à la télévision algérienne, beaucoup de journalistes dans la presse publique. Ils ont été marginalisés parce qu'ils ont essayé, ou bien ils ont parlé dans une rédaction, leur mécontentement ou bien leur vouloir de faire ou d'écrire quelque chose, ils ont été marginalisés par le système. Le système à sa tête, c'est le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika. Demain, l'histoire écrira que l'Algérie était ce qu'elle est aujourd'hui, sous la houlette du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, qui était président de la République. Ils ne vont pas citer Saïd, ils vont citer le premier responsable, qui est Abdelaziz Bouteflika. Il ne faut pas se taire, il faut continuer à écrire en tant que journaliste, il faut continuer à parler, et le peuple aussi prendra sa responsabilité, les partis politiques aussi prendront leur responsabilité, tout le monde doit assumer sa responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de la presse algérienne, quoique elle a sa part de responsabilité, mais pas toute la responsabilité, si jamais. Restez avec nous, Hafid Daraji, jusqu'à la fin de l'émission. Karim Kebir, donc ces nouveaux défis de la presse face à la révolution numérique. Justement, c'est le défi de l'heure, parce qu'aujourd'hui, l'Internet, ou d'ailleurs même c'est un problème qui se pose même en Europe en ce moment, où il y a beaucoup de titres qui ont fermé, donc qui ont basculé un peu sur le numérique. Donc forcément, aujourd'hui chez nous, c'est un peu la même chose. Mais aussi, je crois qu'on ne doit pas retomber dans les mêmes bêtises, dans les mêmes erreurs qui ont été vécues par la presse écrite, par l'expérience de la presse écrite, parce qu'on voit de plus en plus de nouveaux sites qui apparaissent, mais en même temps qui reproduisent d'une certaine façon les mêmes bêtises, c'est-à-dire la course à l'information sans la vérifier, et reprendre des rumeurs, s'appuyer sur les réseaux sociaux pour puiser de l'info sans faire l'effort de vérifier l'information. Mais nous sommes appelés dans les années à venir à penser réellement à basculer sur le numérique. D'ailleurs, on l'a vu de plus en plus, il y a moins de lecteurs pour la presse papier. Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une génération de lecteurs qui ont été formés, que j'allais dire monolingues, c'est-à-dire qui ne lisent que dans une seule langue. Donc, c'est pas évident de leur fournir du contenu dans d'autres langues. Mais c'est un véritable défi pour nous. Et ça permet quand même une meilleure ouverture et une meilleure façon d'accéder aux lecteurs. Seulement, ça aussi, on revient pour le problème qu'on a évoqué tout à l'heure sur les conditions, les tentatives de contrôle par le pouvoir de tout espace qui risque d'échapper à son contrôle. On a vu qu'il y a des sites qui ont souffert dernièrement de blocage parce que probablement ils ont jugé qu'ils ont produit du contenu qui n'a pas plu ou nous ne savons rien. En tout cas, il n'y a jamais eu d'explication sur le sujet. À chaque fois que les autorités ont été interpellées sur la question, ils ont fui la question. Mais c'est pour vous dire que on n'est pas autant, c'est un nouveau défi pour nous, pour la presse en général. Autant aussi, elle constitue aussi un autre levier sur lequel nous devons nous battre pour asseoir cette liberté. Mais pour finir,
je considère, de mon point de vue, que nous ne devons pas voir la presse comme étant un acteur isolé de la société. Vous l'avez évoqué vous-même, Jamal, en parlant des titres qui ont des noms de miroir. C'est que nous sommes qu'un segment de la société. C'est le travail de la société civile, c'est le travail des partis politiques, c'est le travail des acteurs économiques, tous ceux qui sont convaincus de la nécessité de la démocratisation du pays. Donc c'est un travail d'ensemble, mais à chacun de jouer son rôle. Merci كريم كبير. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. سعد بوعقبة في أقل من 3 دقائق من فضلك، تكشيف قريب أن نوصل. سؤال ربما محرج نوعا ما. علاه الصحافة الجزائرية ما تتكلمش عن الجيش؟ علاه الصحافة الجزائرية تقريبا عمرها ما تتحدى هذا الخط الأحمر؟ أي واحد يتكلم يغلقوه مباشرة. إذا ما تابعوش قضائيا يغلقوا له. هذه معروفة. ولكن الشيء المؤسف حقا هو المستوى اللي وصلت ليه السلطة في هذا الوقت. أنا شخصيا يوجعني قلبي لما نشوف الشبيبة في الصاد تكلم هذاك الكلام الوزير الأول، يوجعني قلبي. كنا قبل 5 أكتوبر في الثمانينات كنا نشوفوا يوجعنا قلوبنا لما نسمعوا الشبيبه في الصاد تقول للشاذلي بن جديد ما نسحقوش الفلفل الأكحل، نسحقوا رئيس الحل، لان الفلفل الأكحل كان مقطوع في الشارع. ولكن على الاقل كان فيه مستوى. الكلام اللي قالوه البارح في الصاد تاع ساقي جويي يدمي القلب لكل وطني حقيقه. كيفاش وصلت العلاقه بين السلطه والشبيبه؟ اذا كان هذه الشبيبه ماشي مربيه، معناها السيستم ايديكاتيف تاع النظام وصل البلاد لهذه المواصل هذه. يعني فعلا مشكله. سعد لربما الوطنيين يا سعد لربما هذا الغضب هذا هو الصفه الوحيده اللي لقاها هذا الشعب المغبون هذا باش يعبر عن الشيء اللي راهو يهلك فيه، او قاعد يقول لهم يا كذا راكم هلكتوا البلاد يا واحد اللي ما تسواوش، او قاعد يقول لهم هكا ولو بكلمات مش مليحه، ولكن الشيء اللي قالوه يعني بالحق راهو يعبر عن غضب كبير. ولكن اذا كان السلطه ما تفهمش هذا الغضب هذا وما تعكفش تعكف الحكومه على دراسه هذه الظاهره وتحل المشاكل تاع الشعب، هذا هو المشكل الاساسي في البلاد. لازم يرحلوا. اذا ما مش قادرين يحلوا مشاكل من هذا النوع، واش هو المبرر تاع وجودهم؟ بارك الله فيك سعد بوعقبة، قعد معنا حتى لنهايه الحصه. سعيد، le dernier rapport américain a parlé des prisonniers politiques en Algérie. Il a évoqué le nombre de 180 prisonniers politiques. Et un avocat qui est expert en la matière, qui se spécialise dans ça, parle de 300 prisonniers politiques, dont certains sont en prison depuis 27 ans. Tout à fait. Et dont certains ont été condamnés par des tribunaux militaires après des interrogatoires sous la torture, et d'autres qui ont été condamnés par des cours spéciales, par des magistrats qui étaient cagoulés. Et ces gens sont toujours en prison, parce qu'ils sont considérés comme des terroristes non passibles des mesures sur leur charte de l'auto-amnistie. La presse, ma question est, pourquoi la presse ne parle pas d'un problème aussi grave, aussi inhumain? Est-ce que la presse aujourd'hui, elle évoque? Moi, la presse, c'est-à-dire, je ne fais pas le procès de la presse. Il y a certains journalistes auxquels je rends hommage. Aujourd'hui, qui peut ne pas rendre hommage à Saïd Maqbel, qui peut ne pas rendre hommage à Djaoud, qui peut ne pas rendre hommage aussi à ceux qui se sont fait. Justement, la question qu'on se posait tout à l'heure, pourquoi qu'on ne parle pas de ces journalistes qui ont refusé de cautionner l'ignominie dans les années 90 et qui se sont fait licencier? Pourquoi qu'on n'en parle pas? Aujourd'hui, il y a des lignes rouges qu'on a fixées à la presse. Ces lignes rouges, justement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est de ne pas toucher là où ça fait mal. Et là, les coups de sommation ont été donnés dès l'arrivée de Bouteflika. Et ce qui est le point nodal de ce coup de sommation, c'était l'assassinat
du journaliste Tamalt, du journaliste Tamalt en 2016. Et là, c'est aujourd'hui sa lettre, parce que c'est aussi la liberté de la presse, est estampillée de trois mots. Le premier mot, c'est le recueillement. Le recueillement, il y a un adage chez nous qui dit on te tue et puis on te ramène une gerbe de fleurs. Non, notre recueillement est tout autre. C'est le recueillement de la vie. C'est le recueillement de respect d'Aban Ramadan, dont il a été victime d'un mensonge, d'Aït Ahmed, dont il a été victime d'un mensonge, et des milliers d'hommes valeureux dans notre société. Le deuxième, c'est la fierté. Notre fierté aujourd'hui, c'est de porter la vérité haut, sans pour autant céder à ces intervalles qui sont délimités, y compris dans l'investigation, par cette lettre, à savoir celui de ne pas faire le bilan des pouvoirs successifs, mais des erreurs, simplement des petites erreurs. Minimiser ce qui est fait. Je ne vois aucune avancée dans cette lettre, bien au contraire, je vois d'énormes reculs. Et le troisième, c'est l'enthousiasme. Notre enthousiasme aujourd'hui, ils sont dans la rue en solidarisant avec les médecins résidents, en solidarisant avec ces journalistes qui veulent se constituer en syndicats, avec les hommes et les femmes qui se battent les uns aux côtés des autres pour chercher les chemins de la liberté. Et ce n'est pas la vision des régimes. Notre enthousiasme aujourd'hui, ce n'est pas de dire qu'on critique l'Algérie. On ne confond pas le régime et notre patrie. Et s'ils ont un amouromètre et un patriotomètre, on verra qui est patriote. Est-ce que c'est nous les patriotes ou c'est ces dilapideurs de l'Algérie qui sont des patriotes? Merci Saïda Knin, merci Hafid Darraji, merci Karim Kabir, merci Saad Bouakba. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Qawala khair, slama.